Anthony Kinzo a été nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Dans les ordonnances présidentielles, des ambassadeurs et mandataires des entreprises publiques ont également été nommés. Enfin, célébration ce 13 juin de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une occasion de mettre en lumière cette maladie pour une meilleure compréhension. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs ordonnances signées le lundi 10 juin par le président de la République, Félix Tshisekedi, ont été lues ce jeudi 13 juin à la radio-télévision nationale congolaise. Félix-Antoine Tshisekedi a notamment nommé son nouveau directeur de cabinet, des ambassadeurs et quelques mandateurs des entreprises publiques et autres. Suivez plutôt cet extrait. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, tels que modifiés et complétés à ce jour par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu le dossier administratif de l'agent dont le nom est rétréci dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Cuba, messieurs Yves Patrick Liaou Moleli. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Félix-Antoine Tshisekedi. Le caucus des députés nationaux du Congo central a présenté leur civilité au président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo, après son élévation à ce poste. Les échanges entre le président du bureau provisoire du Sénat et ses hôtes ont également porté sur les questions qui concernent la République et leur province. C'était ce jeudi 13 juin au Palais du Peuple. Regardez. Nous sommes ici au caucus des députés nationaux Congo et c'est à ce titre que nous avons suscité l'audience d'être reçus par le président du bureau provisoire du Sénat. Le motif est simple, lui en tant que patriarche, en tant que mouta comme on dit chez nous, c'était tout à fait normal au moment où on l'a élevé président du bureau provisoire du Sénat, et nous venions justement lui présenter les civilités, échanger autour des questions qui concernent notre pays, autour des questions qui concernent notre province. Donc c'était un échange en famille, mais en même temps politique parce qu'il est politique, et tout s'est bien passé. Mais comme pour tout Mbouta, comme pour tout patriarche, pour tout frère aîné qui a reçu ses frères et sœurs, il a été très enthousiasmé, très content et très honoré de notre visite. Et il en a profité évidemment pour nous prodiguer des conseils en tant que caucus, comment on doit se comporter comme député, comme politicien, mais quels sont aussi qu'est-ce qu'on peut prendre pour rendre service à notre communauté. Donc nous avons trouvé un grand frère, un aîné plein d'initiatives, un aîné qui est altruiste et qui se préoccupe du sort de ses frères et sœurs, de ses semblables. Et donc il nous a orientés pour voir dans quelle mesure nous pouvons non pas seulement nous organiser pour nous-mêmes, mais surtout pour nos communautés, qui ne doivent pas toujours attendre de l'État et qui doivent prendre des initiatives sur le terrain pour leur propre développement. Donc nous avons appris et on ne sait pas le dire ici en quelques minutes. Et dans le reste de l'actualité, cérémonie de remise et reprise au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou a pris officiellement ses fonctions et promet de conserver les acquis. Même exercice au ministère de l'ESU. Suivez.
Ministère de l'Éducation nationale, autrefois ministère de l'Éducation primaire, secondaire et technique, une forte mobilisation des militants de Tony Mwaba était constatée. Jeunes et vieux, femmes et hommes, ces derniers vêtus de t-shirts avec comme mention Tony Mwaba Forever, sont venus témoigner leur soutien à leur idole. Les deux missions, pour moi, ont été accomplies. Je les tire du chef de l'État qui a exprimé sa satisfaction plusieurs fois par rapport à la réalisation de ces missions. La lutte contre les antivaleurs, c'est une lutte permanente. Nous avons trouvé ces ministères au 22e étage du sous-sol des antivaleurs. On a essayé de les tirer à la surface pour que les choses évoluent. Ça, c'est une lutte permanente. On a fait ce qu'on a fait et tout cela est résumé dans un magazine que je vous remettrai également en termes de réalisation, en termes de tout ce qui a été fait. Et la mission étant accomplie, le chef de l'État a décidé que les choses soient ainsi. Je profite donc de l'occasion pour lui rendre hommage pour la confiance qu'elle avait placée en ma personne et qu'aujourd'hui, je suis satisfait, malgré toutes sortes de difficultés que j'ai eues ici. Aussitôt pris officiellement ses fonctions, la nouvelle ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a reconnu les efforts de son prédécesseur et les agents du ministère. Nous remercions tout le monde qui a contribué à consolider la gratuité de l'enseignement de base, ce qui a été apprécié pas seulement par le chef de l'État, mais par l'ensemble du système éducatif. Il y a vraiment des efforts qui ont été faits pour améliorer les choses et s'assurer que cette importante réforme soit mise en place. Maintenant, évidemment que nous allons consolider les acquis de la précédente mandature. Vous avez tous vu et entendu le programme du gouvernement, donc on va s'atteler à mettre en place les actions prévues dans ce programme et à suivre également les réformes prévues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation. Fin de citation. De l'autre côté à l'issue, Marie-Thérèse Sombo a aussi pris officiellement ses fonctions à la tête du ministère, succédant à Moïno Nzangi qui lui va diriger le ministère du Développement durable. Et le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique a également pris ses fonctions. La cérémonie de remise en reprise avec le ministre sortant du ministère du Numérique, Ebérande Kolongile, a eu lieu ce jeudi 13 juin en toute harmonie. Regardez. Au cabinet du ministère de PTNT, une cérémonie pacifique a été organisée entre Ebérande Kolongile, ministre sortant du numérique, et Augustin Kibasa Maliba, ministre entrant des postes télécommunications et numérique. Ce ministère a eu à faire un certain nombre de réalisations conformément au pilier du plan national du numérique que le chef de l'État a eu à impulser et qui constitue aujourd'hui une sorte de feuille de route de l'action publique et notamment du gouvernement. Là, des chantiers, il y en a plusieurs, mais je vais juste, Excellence, Monsieur le ministre et chers frères, mettre en avant un certain nombre de choses que je considère à la suite du discours du chef de l'État, qui est celui de conserver les acquis. Je voulais vraiment vous rendre attentif sur un certain nombre d'acquis. Au nombre de ces acquis, nous avons le pilier 1, qui était le pilier de la régulation, c'est-à-dire réguler les secteurs, y mettre un tout petit peu d'ordre. Parce que à la fois le numérique est un secteur important, mais aussi un secteur dangereux. S'il n'y a pas une régulation, ça peut aller dans tous les sens et constituer une tour de Babel. Et donc, nous avions l'obligation de pouvoir mettre en place ce cadre de régulation. Même exercice pour Marc Ekila, qui a officiellement pris ses fonctions à la tête du ministère de la formation professionnelle et métiers. Cette cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général ad interim, le personnel politique et administratif du dit ministère. Il succède donc à Antoinette Kipoulou. À la fonction publique, le ministre reconduit Jean-Pierre Liaou a plutôt tenu à passer un moment de partage avec son équipe et les fonctionnaires de l'État pour démontrer qu'ils ont été touchés par sa politique lors du dernier mandat. Les fonctionnaires lui ont offert un buste à cette occasion. Regardez.
Succédant à lui-même, le premier fonctionnaire de l'État a été honoré par les autres fonctionnaires avec un buste pour immortaliser son mandat. La route, le chemin que nous avons ensemble tracé, la marche que nous avons ensemble entamée, se poursuivra. Se poursuivra avec hargne et détermination. Et moi, je voudrais dédier ma reconduction à tous les agents et fonctionnaires de l'État de notre pays, en dépit des conditions bien souvent difficiles. Notez, c'est depuis 2021 que Jean-Pierre Liaou est ministre de la fonction publique. L'on reconnaît plusieurs prouesses. Encore des réactions après la présentation du programme du gouvernement. Judith Souminois a promis que son gouvernement se penchera efficacement sur les secteurs du sport. Selon l'analyste sportif Dieudonné Kabé-Angalula, pour réussir cette mission, la chef de l'exécutif national devra se référer aux états généraux sportifs en RDC. On en parle avec Shadrach Tenta. Je voudrais féliciter donc la Première ministre pour la présentation de son programme d'action, beaucoup plus concernant les domaines sportifs. Et à ce sujet, je pourrais l'encourager de pouvoir d'abord, si elle veut réussir en ce domaine-là, de pouvoir faire référence aux travaux qui avaient été menés lors des derniers états généraux des sports en République démocratique du Congo. Parce que ce sont ces états généraux des sports qui avaient établi un fondement, un soubassement sans lequel les sports congolais ne pourraient s'envoler. Donc, la Première ministre devrait se référer à ces travaux, prendre toutes les recommandations qui avaient été données lors de ces états généraux et puis les mettre en pratique. Il restait effectivement des décrets, il restait des ordonnances du président pour la création de ceci, pour la création du fonds de la promotion des sports, pour mettre en pratique telle décision qui avait été prise lors des états généraux. Donc c'est ce que la Première ministre devait faire en priorité. Une fois qu'elle aura donc ces soubassements juridiques, je crois que les autres peuvent venir après. Donc elle peut bâtir sur le fondement des états généraux des sports, puis aller plus haut, et là, il pourra réussir. Et sans ces états généraux, sans les décisions, l'application des états généraux des sports, je crois qu'elle aura tout simplement à battre le vent et ne pas réussir. L'essentiel, c'est l'application des décisions, des recommandations des états généraux des sports pour qu'elle puisse réussir le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo. En sécurité, des combats intenses sont repris ce jeudi à Kanyabayonga, à Butalongola, au Nord Kivu. Entre-temps, cela fait pratiquement 2 ans depuis la prise de Bunagana par les rebelles du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise. Moïse Angui, activiste de la société civile, appelle les autorités à bannir l'indifférence. Regardez. C'est après presque 3 jours d'accalmie que ces combats ont repris à Kanyabayonga, précisément à l'espace de Butalongola. Des bombes ont été entendues dans la cité. Entre-temps, cela fait 2 ans depuis que Bunagana a été prise par le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Moïse Angui, militant de la Lucha du Nord Kivu, revient quant à ce. Ces agresseurs exploitent, administrent et puis la dite cité sous l'œil impuissant et indifférent des autorités congolaises. Notre mouvement lutte pour les changements lance la sonnette d'alarme à l'endroit de Kinshasa pour que désormais les opérations militaires soient lancées par nos forces loyalistes accompagnées par les jeunes résistants Wazalendo en vue de déloger l'ennemi de la République dans cette partie de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas en train d'assister à des pillages, à des tueries, des massacres en cascade dans cette partie de la province. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps que ça cesse.
Il n'y a pas de Congo sans Bunagana. Les ADF ne cessent de multiplier les attaques à l'est de la République. Des massacres en cascade du jour au lendemain sont enregistrés dans cette partie de la province, mais nous ne sentons pas l'action du gouvernement. Plus de 100 personnes ont été tuées à Kantine. Qu'entend le président de la République? Qu'est-ce que le chef d'état-major général de l'armée attend pour que la paix soit rétablie dans cette partie du pays, pour que ces hors-la-loi, ces ennemis de la République soient maîtrisés? Nous en avons marre. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour que la paix revienne. Notez que le bilan de l'attaque lancée mercredi 12 juin dernier par le combattant ADF fait état de 42 morts, 7 blessés et 17 maisons incendiées. Autre chose, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a eu une séance de travail avec les députés élus de la province du Kasaï en vue de passer en revue la situation des infrastructures routières dans cette province qui, à leur sens, est placée dans les oubliettes. C'était le mercredi 12 juin dans le cabinet de travail du ministre Bénédicte Koké-Monumbi nous en dit plus. La province du Kasaï qui connaît des difficultés routières, notamment la problématique des érosions et la quantité du budget aménagé pour cette province préoccupe les élus. On a émis le vœu de voir le gouvernement de la République se préoccuper aussi des questions d'ordre d'infrastructure dans la province du Kasaï. Nous avons beaucoup insisté, l'espace Kasaï, c'est 5 provinces. Et la province de 5 provinces, l'espace Kasaï, et la province du Kasaï est une province à part entière. Souvent, l'opinion et même les autorités ont tendance à penser que l'espace Kasaï, c'est un seul coin. Nous avons aussi droit à la vie, nous avons aussi droit aux avantages de l'État congolais et c'est pourquoi nous avons passé ce moment important avec le ministre. Nous en sortons très heureux parce que le ministre a décidé de positionner la route allant de kilomètre 600, Idiofa, Ilebo, Mweka, Bedemba et Kananga dans le fond chinois. Et là, ça nous a beaucoup intéressés. Et également, la question des érosions a été abordée par le ministre. Certes, il y a un problème de financement qui se pose. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, en tant que députés nationaux, nous sommes résolus à avoir un œil regardant sur la quotité réservée au ministère des Infrastructures. Le pont flottant, effondré dernièrement dans la province du Kasaï, sera bientôt réhabilité. Le ministre a pris l'engagement, après dépôt du devis du pont qui sera présenté par les structures techniques, et de contacter le FONER pour que les fonds soient disponibilisés afin que dans les meilleurs délais que ce pont soit réhabilité. C'est en toute satisfaction que ces élus ont émis le vœu d'accompagner le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions. Je l'ai annoncé en titre, le monde célèbre le 13 juin de chaque année la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Depuis 2015, cette maladie est mise en lumière pour une meilleure compréhension en vue d'éviter des stigmatisations. Le docteur Dieu merci Biloukidi a été approché par votre rédaction pour parler en long et en large de cette maladie. Regardez. Caractérisé essentiellement par l'absence de la mélanine, substance qui donne la coloration à la peau, l'albinisme relève de l'hérédité. La maladie est ubiquitaire, ça veut dire qu'elle peut survenir partout au monde, mais elle se retrouve en grande proportion en Afrique subsaharienne suite au manque d'informations. L'albinisme est une maladie génétique récessive. Il faudra noter que 2 parents albinos peuvent faire un enfant albinos. Donc cela veut dire que chaque parent doit être porteur de ces gènes mutés, ou en termes simples, il faut qu'il y ait une histoire familiale dans chaque famille de ces parents-là. Là, ils ont une probabilité de faire un enfant qui soit albinos, bien que les deux ne le soient pas. Malgré l'inexistence du traitement pour l'albinisme, néanmoins, des bons gestes sont conseillés pour vivre avec la maladie qui n'est pas du tout mystérieuse ni contagieuse. Il n'existe pas de traitement curatif pour l'albinisme. Néanmoins, il y a des mesures à observer et il faut un suivi régulier pour la personne qui présente l'albinisme.
Donc il faudra absolument se protéger du soleil, donc il faudra éviter les rayons solaires, il faudra porter des vêtements et des lunettes appropriées. Et il y a l'utilisation de crème solaire, tout ça pour éviter la survenue de différentes complications qui peuvent aboutir dans les cas extrêmes, même à un cancer de la peau. À la population, je dirais, l'albinos n'est pas un sorcier, donc il faudra arrêter de les stigmatiser. C'est une maladie d'ailleurs qui est non contagieuse. À savoir que cette journée vise à amplifier la voix et la visibilité des personnes atteintes de l'albinisme dans tout le domaine de la vie. En sport, l'Union des footballeurs du Congo a organisé son assemblée générale ordinaire ce jeudi dans la commune de Kassavubu. Il était question pour ce syndicat qui défend les intérêts des footballeurs congolais de présenter le rapport de ses activités exercice 2023, un rapport qui a été adopté à l'unanimité par les sociétaires. Regardez. C'est par une minute de silence en mémoire des deux internationaux congolais décédés, en l'occurrence Kasongo Banza Korando et Ngoyi Bomboko, que les assises de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des footballeurs du Congo ont débuté. C'est la vice-présidente Béni Koubiena qui a ouvert les travaux au nom du président Erita Ilunga empêché. Il était question de présenter le rapport d'activité exercice 2023. À l'unanimité, celui-ci a été adopté par les sociétaires. Plusieurs points ont été abordés lors de cette assemblée générale, dont la tournée des clubs, la campagne contre les faux agents en collaboration avec la fondation Didier Drogba, la reconversion de joueurs et autres. L'on notera plusieurs interventions, notamment celle du secrétaire général de l'Union des footballeurs du Congo, Dodolandou Domo, qui a parlé de l'impact du système des résolutions des litiges. On a présenté les rapports d'activité qui a été adopté, aussi bien les rapports d'activité que les rapports financiers, qui a donné un sort de positif de notre santé financière. Et il y a eu de témoignages édifiants sur les interventions sociales, administratives et juridiques réalisées par l'UFC. Et les réactions s'en sont également suivies. L'UFC a tenu compte du fait que le club que nous sommes, nous souffrons avec l'application des textes qui ne réagissent plus à l'actualité. Et le secrétaire général Dodo Landou a parlé de 99% des cas où les clubs sont sanctionnés à cause des dossiers présentés par les joueurs étrangers. Il faut dire que le football congolais était valablement représenté lors de ces assises, preuve de l'intérêt accordé au travail abattu par l'UFC. Dans la foulée, l'on a remarqué la présence de Dieudonné Sambi, président du CONOR de la FECOFA, de la présidente de la Commission nationale du football féminin, du président du comité de gestion de la LINAFOOT, du manager du tout-puissant Mazembe, ainsi que du président de la LISPED et autres. Toujours dans ce même chapitre, la Fédération congolaise de football association a sanctionné le OC Renaissance du Congo suite aux incidents survenus lors du match de quart de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo contre le FC Tanganyika. L'équipe quinoise de l'OC Renaissance du Congo est suspendue. Elle ne participera pas aux 2 prochaines éditions et est sommée de payer une amende de 10 200 $ américains. Shadrach Tenta nous en dit beau. Sur ces images amateurs, nous pouvons voir l'arbitre de la demi-finale de la Coupe du Congo entre l'OC Renaissance et le FC Tanganyika se faire agresser et tenter de fuir, pourchassés par les supporters de l'OC Renaissance du Congo. Quelques minutes plus tard, ces derniers est retrouvé allongé et inconscient dans la zone des vestiaires, à l'agonie entre la vie et la mort. Ces images ont effectivement fait le tour du monde et bien entendu, la CAF et la FECOFA n'ont pas tardé à réagir. Sur instruction de la Confédération africaine de football, le CONOR de la FECOFA a tapé du poing sur la table en sanctionnant sévèrement l'équipe orange de la capitale après le rapport du commissaire du match. L'OC Renaissance du Congo perd ce match par forfait contre le FC Tanganyika sur le score de 3-0. L'équipe est suspendue aux 2 prochaines éditions de la Coupe du Congo, soit
de 2025 jusqu'en 2027. L'OC Renaissance du Congo est sommé de payer 3 amendes correctionnelles, $5 000 par 2 fois, plus $200, soit au total $10 200 américains. En ce qui concerne les sanctions individuelles, sont punies pour une durée indéterminée. Il s'agit du coach Aluku Zulu, du soigneur Vicky Mukeba et de l'intendant Kaska Masala. Ces sanctions sont un avertissement pour les supporters des autres clubs qui imiteront les oranges de la capitale. Dans un monde du football où le fair play est prioritaire, ces actes de vandalisme n'ont clairement plus leur place. Pour terminer, ASV Club FC Céleste, c'est l'affiche de la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Les deux équipes se sont qualifiées le mercredi 12 juin en disposant du FC Chicas et FC Tanganyika au stade Tata Raphaël. Cette finale aura lieu ce samedi 15 juin au stade des Martyrs Shadrack Tenta. Qui est là, le centre d'Inchona qui dépose la balle sous la tête de Nambo Kameni. Totalement déterminé et motivé, le FC Céleste a plié le match en 40 minutes, infligeant une lourde défaite aux hommes de Christian Kitungwa. Les chérubins n'ont pas mis longtemps à surclasser la machine de Kalemi, trop beau pour être vrai. Le centre de Namboka à la tête, le troisième but des Célestes. Les hommes du Tunisien Saber Benjabera étaient absents dans tous les compartiments du jeu. Ouba Bioko, c'est bien logé dans cette cage. Une démonstration de force de Yuma devant une équipe de Tanganyika loin de la forme affichée contre le Daring Club Motema Pembe et l'OC Renaissance. La deuxième demi-finale a vu le grand favori l'ASV Club tenir son rang et s'est qualifié pour la finale sans vraiment forcer son talent sur le score de 2-1. Imanalote, le centre peut-être, est-ce qu'il y a faute? Oui, la faute sur Imanalote. Et penalty pour Vita Club. But des Chicas, c'est bien logé, le deuxième but de Vita Club. Ce samedi 15 juin, l'on connaîtra enfin le nom de l'équipe qui accompagnera les Saint-Éloi Lupopo la saison prochaine en Coupe de la Confédération africaine. C'est donc terminé, Vita Club qui s'est qualifié. C'est par ici que se referme cette session d'information. Je vous en rappelle les grands titres. Anthony Kinzo a été nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Dans les ordonnances présidentielles, des ambassadeurs et mandataires des entreprises publiques ont également été nommés. Enfin, célébration ce 13 juin de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion de mettre en lumière cette maladie pour une meilleure compréhension. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.